Bonjour à tous, welcome iedereen. Merci d'être venus si nombreux pour ce deuxième numéro de notre série de webinaires consacrée et orientée vers le secteur du retail. Vandaag gaan we u de wet van 4 april 2019 voorstellen die commerciële en contractuele relaties tussen ondernemingen zal beïnvloeden. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette loi, mais comme vous vous en doutez, on n'aura pas le temps ici d'aborder tout dans les détails, mais on est là pour vous donner un aperçu de ce que cette loi va vraiment impliquer pour les entreprises. Als u vragen hebt, kunt u deze via de chat stellen en we zullen proberen deze aan het einde van de presentatie te beantwoorden. Et évidemment, vous pouvez toujours nous poser vos questions par email ou nous contacter. Donc, la loi du 4 avril 2019, elle modifie le code de droit économique pour y introduire des nouvelles règles en matière d'abus de dépenses économiques, de clauses abusives et de pratiques commerciales déloyales entre entreprises. Les entreprises, donc, ce sont toutes les personnes physiques ou morales qui poursuivent un but économique de manière durable. Et ces modifications ont pour but, en fait, non seulement de lutter contre les pratiques qui sont préjudiciables aux parties, mais également les pratiques préjudiciables à la concurrence de manière générale. Comme vous l'avez compris, il y a 3 sections dans cette loi. Il y a une section sur les clauses abusives, purement contractuelles, que je vais vous présenter tout de suite. Une section sur les pratiques de marché déloyales, que Laurent va vous présenter. Et enfin, Quentin vous parlera des abus de dépendance économique qui relèvent plutôt du droit de la concurrence. Les clauses abusives, donc c'est la seule section de cette nouvelle loi qui n'est pas encore entrée en vigueur et elle entrera en vigueur à partir du 1er décembre 2020. Donc, s'appliquera à tous les contrats qui sont conclus, renouvelés ou modifiés après le 1er décembre 2020. Le contexte de cette loi est le suivant. Dans les relations entre une entreprise et les consommateurs, il existe déjà un cadre général qui protège ces consommateurs qui sont considérés par le législateur comme des parties faibles. Et ces protections découlent généralement de directives européennes. Par contre, entre entreprises, dans les relations entre entreprises, il n'y a pas un cadre général. Il n'y avait pas un cadre général qui régulait les contrats entre entreprises. Il y avait cependant quelques règles disséminées dans différentes législations. On pense notamment au droit de la concurrence qui interdit, par exemple, aux fournisseurs d'imposer des prix de vente minimum à leurs distributeurs. Il y avait aussi des règles en matière de responsabilité. Il est, par exemple, n'était pas accepté de s'exonérer pour son dol ou en cas de fraude ou en cas de mort d'une partie. Il y a aussi une loi qui réglemente les clauses d'indexation des prix commerciaux et industriels. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas un cadre général, il n'y avait pas un cadre général, mais plusieurs lois disséminées. L'initiative du législateur belge n'est pas donc issue d'une directive européenne. Il a cependant été influencé par ses pays voisins. Mais donc, contrairement à ce qui existe dans le droit de la consommation, en B2B, il n'y aura pas un cadre harmonisé en Europe. Donc, chaque pays aura ses règles à lui en matière de relations et de contrats entre entreprises. Le champ d'application de cette section, il est assez large puisque, en fait, elle va s'appliquer à tous les contrats, y compris ceux qui ont été négociés individuellement entre les parties, y compris les conditions générales, avec 2 petites exceptions, non des moindres. Les services financiers ne tombent pas sous le champ d'application de la loi. Donc, par exemple, un contrat de crédit entre une banque et une entreprise ou un contrat d'assurance entre une banque et une entreprise. Par contre, les acteurs comme les banques et les entreprises d'assurance sont quand même concernés par cette loi lorsqu'elles concluent des contrats qui ne sont pas des contrats liés à des services financiers, par exemple un contrat de prestation de services informatiques ou un contrat avec une entreprise de boissons, par exemple. La deuxième exception, ce sont les contrats de marché public et tous les contrats qui en découlent. Donc, les contrats entre les adjudicataires et leurs sous-traitants pour l'exécution du marché public sont également exclus du champ d'application de cette loi. Comme vous le comprenez, ça concerne énormément de contrats. La loi s'appliquera, peu importe en fait la taille des entreprises, la position de dominance d'une entreprise ou la dépendance économique d'une entreprise. En termes plus simples, on peut dire que la loi s'appliquera pour protéger aussi bien les GAFA que les petits indépendants. Que prévoit cette loi exactement? Elle prévoit tout d'abord 2 normes générales. La première est une norme générale de transparence qui est assez simple à comprendre.
puisqu'elle dit que quand une clause est écrite, elle doit être écrite d'une manière claire et compréhensible. Alors, ça paraît logique, ce n'est pas toujours le cas en pratique. La sanction en cas de non-respect de cette norme de transparence, elle n'est pas clairement définie dans la loi, mais il est clair qu'un tel manque de transparence influencera évidemment l'examen de la nature abusive d'une clause. La deuxième norme est une norme générale d'interdiction des clauses abusives. Donc, ce sont les clauses qui créent un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties. C'est une disposition donc qui est susceptible de s'appliquer à toutes les clauses de vos contrats, de vos conditions générales. Pour savoir si ce déséquilibre manifeste existe, la loi prévoit quelques critères d'évaluation, comme la nature des produits, les circonstances au moment de la conclusion du contrat, les usages commerciaux, les autres clauses du contrat, voire d'autres contrats conclus entre les parties. Donc, en pratique, ce n'est pas toujours facile de tirer la ligne entre ce qui est une clause acceptable ou une clause abusive. Il faut savoir enfin que vous conservez une liberté contractuelle pour fixer l'objet du contrat et l'adéquation entre le prix et les produits. Donc, cette norme générale d'interdiction ne s'applique pas à ces deux éléments du contrat. Ce qui est la grosse partie de cette loi, c'est les listes de clauses qui sont présumées abusives. Il y a une liste noire de clauses. Ces clauses sont présumées être abusives en toutes circonstances. Elles sont toujours interdites et vous n'avez pas la possibilité de démontrer en cas de contestation qu'elles ne sont pas abusives. Vous constaterez que ce qui existe dans le droit de la consommation en B2C, il y a 33 clauses, tandis qu'ici, il n'y en a que 4. C'est donc un régime quand même moins strict. On passe rapidement en revue ces 4 clauses. La première clause qui est interdite est celle qui a pour objet de créer une obligation irrévocable pour une partie, tandis que les obligations de l'autre partie sont soumises à une condition qui dépend pour sa réalisation uniquement de la volonté de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle en droit des conditions purement potestatives et c'était déjà plus ou moins interdit sur base du Code civil. Donc, il serait interdit d'obliger votre client à payer, tandis que vous ménagez une condition pour exécuter votre obligation qui dépend de votre volonté. Cela ne sera pas le cas si, par exemple, vous dites dans votre contrat que vous livrerez les produits uniquement lorsque vous aurez été livré par votre fournisseur, parce que à ce moment-là, vous dépendez du fournisseur et c'est pas seulement votre propre décision qui influence l'exécution de l'obligation. La deuxième clause est celle qui a pour objet de donner à l'entreprise le droit unilatéral d'interpréter une clause du contrat. Ce que cette disposition vise à éviter, ce sont les interprétations arbitraires du contrat par une partie, qui pourraient être donc abusives. Une clause qui dirait qu'en cas de doute, l'interprétation la plus favorable à votre entreprise s'appliquera ne tombe apparemment pas sous le champ de cette interdiction. La troisième clause est assez facile à comprendre, c'est celle qui interdit en cas de dispute, obliger l'autre partie à renoncer à tous les moyens de recours contre l'autre partie. Évidemment, le droit d'accès au juge est un droit d'ordre public. Contrairement à ce que prévoient les travaux préparatoires de la loi qui ne sont pas très clairs et pas très bien formulés, cette disposition ne devrait pas avoir pour objet de limiter ou d'interdire l'usage des clauses d'arbitrage. Pour autant, évidemment, que ces clauses d'arbitrage ne soient pas rédigées d'une manière qui soit abusive. Et enfin, la dernière clause noire est celle qui a pour objet d'établir de manière irréfragable la connaissance et l'acceptation de l'autre partie de conditions auxquelles elle n'a pas pu prendre connaissance avant la formation du contrat. Ça, c'est déjà quelque chose qui existe en droit, c'est le principe d'opposabilité. Donc, on prévoit maintenant que la clause qui établit cela de manière irréfutable irréfragable sera nulle. Les clauses noires sont d'interprétation stricte. Ça veut dire, par exemple, dans le cas de cette dernière clause, si vous ne prévoyez pas que l'autre partie a pris connaissance et accepté les conditions de manière irréfragable, mais donc que vous laissez la possibilité à cette partie de démontrer qu'elle n'a pas pu prendre connaissance, alors la clause, en principe, ne devrait pas être nulle, parce qu'elle doit être interprétée strictement et toutes les conditions doivent être réunies. Voici pour les clauses de la liste noire. Il y a également une liste grise
qui contient 8 dispositions, 8 clauses qui sont réputées être abusives, sauf si vous pouvez démontrer qu'elles ne le sont pas. Donc, qu'elles ne créent pas un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties, et vous pouvez pour cela utiliser les facteurs que j'ai déjà listés dans le cadre de la norme générale d'interdiction. Quelles sont ces 8 dispositions de la liste grise? Ce sont les clauses qui ont, par exemple, pour objet de donner à l'entreprise le droit de modifier unilatéralement et sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les clauses du contrat. Alors, la loi dit bien qu'il faut que la clause ne prévoit pas de raison valable. Donc, si vous avez une raison valable de modifier le prix ou des conditions du contrat, alors vous pouvez faire usage de cette modification unilatérale. Une raison valable pourrait être, par exemple, de répercuter dans votre prix les augmentations du prix des matières premières ou l'augmentation du prix de vos fournisseurs. Ça peut être également modifier vos conditions générales parce qu'une nouvelle loi vous l'impose. Tout cela constitue des raisons valables de procéder à une modification unilatérale. La deuxième clause, celle qui a pour objet de prolonger ou de renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans fournir un délai de préavis raisonnable. Alors, il y a de la discussion en doctrine pour savoir exactement ce que ça couvre, puisque une disposition similaire est reprise plus loin dans les listes grises. Et la majorité de la doctrine considère en fait qu'ici, on parle vraiment d'un délai pour s'opposer au renouvellement automatique d'un contrat à durée déterminée. Vous voyez les contrats qui se renouvellent d'année en année automatiquement. Il faudrait prévoir une possibilité dans un délai raisonnable de s'y opposer. Troisième clause, celle qui place sans contrepartie le risque économique sur une partie, alors que ce risque devrait normalement être supporté par une autre partie ou par une autre partie qui ne fait pas partie du contrat. C'est une clause assez difficile à anticiper puisqu'elle n'existe pas dans la législation B2C, contrairement aux autres qui sont plus ou moins des copies de ce qui existe dans la législation B2C. Ici, on comprend donc que si, à contrario, on peut offrir une contrepartie à ce transfert du risque économique, la clause ne devrait pas être abusive. C'est ce qu'on appelle un risque calculé. Donc, si vous transférez un risque sur une partie alors qu'il ne devrait pas le supporter, mais qu'en échange, vous avez consenti par exemple à une diminution du prix du contrat, à ce moment-là, vous pourriez justifier l'existence de ce transfert de risque et la clause ne devrait pas être abusive. Cela dépendra bien sûr, pour toutes ces clauses grises, des circonstances concrètes de chaque cas et de facteurs que j'ai cités auparavant. La quatrième clause grise est celle qui a pour objet d'exclure, de limiter les droits légaux d'une partie de manière inappropriée en cas d'inexécution, qu'elle soit totale ou partielle, ou de mauvaise exécution par l'autre partie d'une de ses obligations contractuelles. On peut penser par exemple à la clause par laquelle vous exigeriez de votre client qu'il signale les défauts aux marchandises qu'il a reçues dans un délai anormalement court, par exemple 24 heures. En pratique, on constate généralement que des délais de 5 ou 8 jours pour signaler les défauts aux marchandises sont prévus. Si vous prévoyez un délai anormalement court et que vous ne pouvez pas le justifier, cela pourrait tomber sous le champ d'application de cette loi. Il y a également une disposition qui interdit les clauses qui ont pour objet de lier les parties sans fournir un délai raisonnable de résiliation. C'est ce que je vous ai déjà dit pour la deuxième clause grise. Ici, donc, ça concerne aussi bien les contrats à durée déterminée que indéterminée, ce qui, dans le premier cas, un peu va à l'encontre du principe d'un contrat à durée déterminée, puisqu'en général, on prévoit ce type de contrat pour qu'il aille jusqu'à son terme. Ici, la loi semble vouloir indiquer qu'il faut toujours prévoir une faculté de résilier le contrat de manière anticipée. Pour les contrats à durée indéterminée, cela ne change pas tant que ça la situation, puisque le principe général de droit prévoit qu'un contrat à durée indéterminée est résiliable à tout moment, moyennant un préavis raisonnable. C'est juste la clause qui prévoirait le contraire serait nulle. Mais cela est déjà finalement le cas en pratique et on peut toujours résilier ce type de contrat. La clause qui a pour objet d'exonérer une entreprise de sa responsabilité pour son dol ou sa faute lourde ou celle de ses employés ou pour la non-exécution des obligations essentielles du contrat est également interdite. Vous constatez qu'on parle vraiment d'exonérer l'entreprise de sa responsabilité, ce qui laisse supposer qu'on pourrait encore limiter la responsabilité de l'entreprise, par exemple en prévoyant des plafonds de responsabilité ou en excluant les dommages indirects.
Donc ça, c'est encore important à signaler. Vous noterez qu'aussi que sous la législation du Code civil, auparavant, on pouvait s'exonérer sous certaines conditions de sa faute lourde, ce qui ne sera plus possible sous cette loi. Septième clause grise, celle qui a pour objet de limiter les moyens de preuve qu'une partie peut utiliser. Entre entreprises, la preuve est libre, on peut l'apporter par toute voie de droit, et donc une clause qui viendrait, par exemple, interdire à une partie d'apporter la preuve par des documents écrits qui ne sont pas signés, par exemple, serait interdite. Et enfin, la dernière clause grise est celle qui a pour objet d'exclure ou de limiter, est celle qui, par exemple, est celle qui, en cas de non-exécution ou de retard dans l'exécution des obligations d'une partie, fixe le montant des dommages-intérêts d'une manière qui dépasse manifestement le préjudice qui est susceptible d'être subi par l'entreprise. Ce principe existe déjà dans le Code civil, donc c'est l'interdiction, enfin c'est le principe des clauses pénales qui peuvent être revues à la baisse par un juge si cette clause pénale est excessive. La différence avec le régime du Code civil, c'est que dans ce cas-ci, le juge va pouvoir annuler cette clause et non plus la réduire. Toutefois, comme je vais l'expliquer tout de suite, la sanction du contrat de la nullité peut être tempérée parce que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation et donc le juge pourrait essayer de restaurer l'équilibre entre les parties. Et dans le cadre de cette clause, dans le cadre de la nullité d'une clause pénale, il pourrait donc appliquer le droit commun pour fixer le montant des dommages et intérêts de manière équitable entre les parties. Donc, vous l'avez compris, la sanction principale est celle de la nullité et le juge dispose de plus de pouvoir d'appréciation que dans le cadre des contrats avec des consommateurs où là, il est vraiment limité dans ce qu'il peut faire. Ici, en B2B, on verra à l'avenir comment il appliquera cette loi. Est-ce qu'il va simplement écarter la clause sur base de la nullité ou est-ce qu'il va vraiment prendre ce pouvoir dont il dispose pour restaurer l'équilibre? On attend donc les premières décisions de jurisprudence à ce sujet avec grand intérêt. Une autre possibilité pour sanctionner ce type de clause abusive serait d'introduire une action en cessation devant le tribunal de l'entreprise. Donc, évidemment, la société victime d'une telle clause abusive peut demander cette cessation. Mais une grande nouveauté de la loi est que les ministres de l'économie et des classes moyennes disposent aussi d'une compétence pour introduire cette action en cessation. Et ça, c'est vraiment pour lutter contre le fear factor qui peut exister. Une entreprise n'oserait pas agir contre un co-contractant important, un client important, un fournisseur important de peur de perdre tout simplement sa relation contractuelle, ce qui aurait des conséquences préjudiciables. Donc, on verra comment également les ministres utilisent cette compétence qui leur est donnée. Cet ordre de cessation s'accompagnera d'astreintes et éventuellement d'un ordre de publication. En termes de sanctions pénales, il y en a seulement si la partie a agi de mauvaise foi, mais en pratique, c'est assez rare ce type de recours à des sanctions pénales pour des clauses abusives en matière de droit des consommateurs. Et ici, dans ce cas-ci, on anticipe également que ce ne sera pas fréquent. En conclusion, donc, comme vous l'avez compris, cette réforme est encore assez incertaine pour nous, puisqu'elle n'est pas encore entrée en vigueur, donc on n'a pas de jurisprudence, et de nombreuses dispositions, ainsi que les travaux préparatoires, sont assez vagues et susceptibles d'interprétations diverses, donc elle est assez critiquée. On verra si une loi réparatrice viendra rectifier cette situation, et on verra aussi comment les juges vont interpréter cette loi et l'appliquer. Ce qui est important, c'est de ne pas se limiter à l'examen des clauses comprises dans la liste grise et noire, puisque, comme vous l'avez compris, une clause peut être abusive sur base de la norme générale d'interdiction, donc ce sera important de bien vérifier votre contrat sous cet angle-là également. Si vous avez des clauses un peu risquées dans votre contrat, il est important de pouvoir les justifier ou d'expliquer pourquoi vous les avez maintenues. Ça peut être dans le contrat directement en rédigeant la clause d'une manière qui indique pourquoi vous la prévoyez. Ça peut être également a posteriori en cas de litige. Et là, on vous conseille alors de conserver vraiment une trace de tout cela dans des documents précontractuels, comme les échanges d'emails avec l'autre partie, les track change ou les commentaires dans vos documents Word. Tout cela pour essayer, en cas de contestation, de justifier cette clause et d'éviter qu'elle soit considérée comme abusive. Et enfin, le dernier conseil, avant de passer la parole à Laurent, évidemment, c'est de faire revoir vos contrats et vos conditions générales par des experts du droit. Je vous remercie.
Goedemiddag, ik ga het hebben over oneerlijke marktpraktijken. Ik ga kort een introductie geven, dan ga ik het zeggen over het vorige regime en het regime dat nu van kracht is. Bij het regime dat nu geldt, zal het specifiek gaan over de misleidende marktpraktijken en de agressieve marktpraktijken. En tot slot zal ik ook nog ingaan op de sancties. Dat brengt ons bij de inwerkingtreding van die nieuwe regels. Dus de nieuwe regels in zaken oneerlijke marktpraktijken zijn van kracht sinds 1 september 2019. En die zijn van toepassing in B2B-relaties. Dus in relaties tussen ondernemingen, waarbij dat de aard van de onderneming, de grootte, etc. eigenlijk allemaal niet van belang is. Dus zowel een KMO kan zich op deze regels beroepen als ook een multinational. En in tegenstelling tot wat daarnet toegelicht werd, zijn deze regels wel van toepassing op financiële diensten en openbare aanbestedingen. Dan, wat is eigenlijk het doel dat de wetgever heeft beoogd met die nieuwe regels? Wel, de wetgever wou ondernemingen effectieve tools geven om oneerlijke marktpraktijken aan te vechten. En met die object, dus met dat objective in mind, met die doelstelling in het achterhoofd, heeft men die nieuwe regels in het wetboek Economisch Recht ingevoerd. Hoe heeft de wetgever dat gedaan? Wel, onder het vorige regime bestond er al een algemeen verbod. Dat is opgenomen in artikel 104 van het wetboek Economisch Recht. En dat algemeen verbod verbood elke daad die strijdig is met de eerlijke marktpraktijken en waardoor de beroepsbelangen van een onderneming geschaad worden of kunnen worden geschaad. En die algemene standaard die bestaat vandaag nog altijd. Dus dat artikel is ongewijzigd. Maar wat men gedaan heeft, is het volgende. Men heeft 3 categorieën van oneerlijke marktpraktijken toegevoegd. Dus nu gaat men expliciet verwijzen naar misleidende marktpraktijken, agressieve marktpraktijken en dan de 3e categorie bestaat uit marktpraktijken die een daad in handwerken, die een inbreuk uitmaakt op boek 6 of een aantal artikelen in zaken rechtshandhaving. Die 3e categorie, daar ga ik het niet over hebben. Het is ook niet heel duidelijk wat de wetgever daarmee bedoeld heeft of wat het nut is van die regel. Dat is al een principe dat reeds bestond onder de oude wetgeving en daar was al twijfel over en nu is eigenlijk niet verduidelijkt wat het belang is van die bepaling. Dus dat gaan we ook terzijde laten. Kort iets over het vorige regime. Zoals ik daarnet al zei, is het algemeen verbod om oneerlijke marktpraktijken te stellen die de beroepsbelangen van een andere onderneming kunnen schaden of schaden. Wel, dat algemeen verbod bestaat nog. Wat dat wel gewijzigd is, is het hoofdstuk waar die regels onder zijn opgenomen. Dus vroeger noemde dat hoofdstuk 2. Dat ging over marktpraktijken ten aanzien van personen anders dan consumenten. En nu is de titel van het hoofdstuk marktpraktijken tussen ondernemingen. En dat is wel een verschil, want er zijn bijvoorbeeld bepaalde VZW's die geen onderneming zijn, maar ook geen consument. En in het vorige regime vielen zij dan onder de toepassing van die regels. Dus zij vielen binnen dat toepassingsgebied. En dat is nu niet meer het geval. Dus dat is al een belangrijke wijziging. En wat het vorige regime betrof, wel bepaalde types van reclame werd daarin verboden. Bijvoorbeeld parasitaire reclame. Dan waren er ook bepaalde oneerlijke marktpraktijken die men ging opsommen. En men heeft nu die zaken gewijzigd door specifiek naar die 3 categorieën van marktpraktijken, van oneerlijke marktpraktijken liever, te verwijzen. Dus het nieuwe regime. Er zijn dus 2 grote categorieën waar ik het vandaag over ga hebben. Zoals reeds gezegd, die misleidende en die agressieve. In de misleidende marktpraktijk is er een onderscheid. Dus men kan misleiding hebben doordat bepaalde informatie gegeven wordt. En die informatie kan dan de misleiding in handwerken. Maar er kan ook misleiding zijn omdat bepaalde informatie ontbreekt. En dat is dan misleiding door omissie. Die gaan beide aan bod komen. En dan zijn er ook nog de agressieve marktpraktijken. We beginnen met de misleidende marktpraktijken. Zoals gezegd, 2 categorieën. De misleiding kan het gevolg zijn van informatie die gegeven wordt, of de misleiding kan juist voortvloeien uit het feit dat essentiële informatie niet tijdig of niet duidelijk wordt gegeven. Wat de misleiding betreft als gevolg van de aanwezigheid van informatie, wel, om te kunnen worden gekwalificeerd als een misleidende marktpraktijk in de zin van het wetboek Economisch Recht, moeten verschillende constitutieve bestanddelen aanwezig zijn.
In de eerste plaats moet er sprake zijn van een marktpraktijk. Dus dat is de bol helemaal van boven op het scherm. En een marktpraktijk, dat kan heel veel zaken zijn. Dat kan bijvoorbeeld een prijsstrategie zijn, dat kan ook een dienst na verkoop zijn. Dus dat is een heel ruim concept. Als we dan tot de vaststelling komen dat er sprake is van een marktpraktijk, dan moeten we kijken of dat er misleiding is. En die misleiding kan in de meest duidelijke situatie bestaan uit het feit dat men foute informatie geeft. Als men foute informatie geeft over een aantal elementen, dus het is zo dat in het wetboek van economisch recht een hele lijst van elementen zijn opgenomen en die misleiding moet betrekking hebben op één of meerdere van die elementen. Daar ga ik in de volgende slide op terugkomen. En als er foute informatie wordt gegeven over één van die elementen, dan zal het vrij duidelijk zijn dat er sprake is van misleiding. Nu kan er ook een misleiding zijn als men feitelijk correcte informatie gegeven heeft. Dus ook al is de informatie feitelijk correct, dan nog kan er door de wijze waarop die marktpraktijk geformuleerd is, kan men toch nog tot een situatie komen waar dat er misleiding is. En tot slot, een derde voorwaarde. Die misleidende marktpraktijk moet ertoe geleid hebben dat een onderneming een beslissing genomen heeft die zij anders niet zou hebben genomen. En het volstaat ook dat de onderneming een beslissing zou kunnen hebben genomen. Dus de vrijheid van de onderneming om beslissingen te nemen, om te handelen, moet beïnvloed zijn geweest of moet kunnen beïnvloed zijn geweest of kan worden beïnvloed door de misleidende marktpraktijk. Dat brengt mij bij de lijst van items waar die misleiding op betrekking moet hebben. Dus ik ga daar niet allemaal overlopen. Het is gewoon om jullie een overzicht te geven dat ik die allemaal heb opgenomen op deze slide. Maar de misleiding moet dus betrekking hebben op één of meerdere elementen die zijn opgenomen in het wetboek economisch recht. Om een voorbeeldje te geven, er kan bijvoorbeeld misleiding zijn door de kwalificatie van een onderneming. Als een onderneming op een website waar men klachten kan indienen over een andere onderneming, als men daar op de betrokken webpagina, dus de pagina waar effectief de klachten kunnen worden ingediend, als men daar het logo opneemt van de Vlaamse overheid, dan zou er een misleiding kunnen zijn omwille van de kwalificatie of de connecties die die onderneming presenteert aan de buitenwereld. Want men zou dan kunnen denken van oké, die onderneming is verbonden aan de Vlaamse overheid, die klachten worden op een of andere manier misschien doorgespeeld aan de Vlaamse overheid. Wel, in dat geval, de aanwezigheid van het logo van de Vlaamse overheid op die website zal misleiding uitmaken. En om dan te kijken of er sprake is van een misleidende marktpraktijk in de zin van het wetboek economisch recht, moet natuurlijk ook gekeken worden of de andere voorwaarden vervuld zijn. Een ander voorbeeld is een situatie waar men afbrekende informatie gaat vermelden over een andere onderneming, maar ook over de producten of diensten van andere ondernemingen. En dit is bijvoorbeeld een voorbeeld uit de rechtspraak. Eén onderneming deelde de volgende informatie mee op haar website over een andere onderneming. En zoals u leest, staat daar onder meer: bent u ook schadelijk behandeld door een arrogante loonslaaf van onderneming X? Is uw voertuig ook onterecht afgekeurd of zelf beschadigd door onderneming X? Wel, in die situatie heeft de rechtbank geoordeeld dat er sprake was van misleidende marktpraktijken, omdat hier ook die informatie tot gevolg zou kunnen hebben dat een onderneming besluit om niet samen te werken met onderneming X, waar hier afbrekende informatie over wordt vermeld. Dan komen we bij de misleidende marktpraktijken die misleidend zijn omdat er bepaalde informatie ontbreekt. Dus opnieuw moet er sprake zijn van een marktpraktijk, dat spreekt voor zich. En de misleiding zal hem in deze situatie bestaan, ofwel uit de afwezigheid van essentiële informatie. En dan stelt zich de vraag van, ja, wat is essentiële informatie? En essentiële informatie wordt omschreven als de informatie die een onderneming nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te kunnen nemen. En welke informatie essentieel is? Wel, men gaat daarvoor ook kijken naar het medium dat gebruikt wordt. Hoe gaat men die marktpraktijk communiceren? Gaat dat via sms zijn of gaat dat via een advertentie zijn die men verspreidt op televisie bijvoorbeeld? Dus dat zijn wel factoren die mee in aanmerking worden genomen. Dus enerzijds kan er de afwezigheid van essentiële informatie zijn, maar er kan ook
misleiding zijn als er essentiële informatie is die wel aanwezig is, maar die verborgen wordt. Of die in een onduidelijke, onleesbare of dubbelzinnige manier wordt weergegeven. Ook het feit dat essentiële informatie laattijdig wordt weergegeven, kan tot gevolg hebben dat er sprake is van een misleidende marktpraktijk. En opnieuw, om te kunnen worden gekwalificeerd als een misleidende marktpraktijk in de zin van boek 6 van het wetboek Economisch Recht, is het weer noodzakelijk dat die marktpraktijk ertoe geleid kan hebben, of ertoe geleid zou kunnen hebben, dat een onderneming een beslissing neemt over een transactie die zij anders niet zou hebben genomen. Dus het economisch gedrag van een onderneming moet worden beïnvloed door de misleiding of moet mogelijk kunnen worden beïnvloed door die marktpraktijk. Dat brengt men bij de tweede categorie, de agressieve marktpraktijken. Opnieuw, om te kunnen spreken van een agressieve marktpraktijk in de zin van het wetboek Economisch Recht, zal er sprake moeten zijn van een marktpraktijk. Het concept blijft hetzelfde. En dan gaat die marktpraktijk, dat is een tweede element, ofwel gaat men gebruik maken van intimidatie, of men gaat gebruik maken van dwang, dat omvat ook fysiek geweld, of men gaat gebruik maken van ongepaste beïnvloeding. En ongepaste beïnvloeding is eigenlijk de catch-all bepaling van dit type marktpraktijken. En dat betekent dat een van de twee ondernemingen een machtspositie heeft, dat zij die machtspositie gaat uitbuiten om druk uit te oefenen op de andere onderneming, waardoor dat het vermogen van die andere onderneming om een geïnformeerd besluit te nemen gaat worden beïnvloed. Daarboven moet er ook een derde voorwaarde vervuld zijn, met name het uitoefenen van die dwang, die intimidatie of die ongepaste beïnvloeding, moet tot gevolg hebben dat de keuzevrijheid van een onderneming aanzienlijk wordt beperkt. Dus ook de vrijheid van handelen, de keuzevrijheid van een onderneming wordt beïnvloed door die agressieve marktpraktijk. En tot slot moet dat dus tot gevolg hebben dat de onderneming een beslissing zou nemen of zou kunnen nemen die zij anders niet zou hebben genomen. Het wetboek Economisch Recht vermeldt ook een aantal factoren die in aanmerking moeten worden genomen om na te gaan of er effectief sprake is van een agressieve marktpraktijk. Bijvoorbeeld het tijdstip waar die marktpraktijk plaatsvindt. Men gaat bijvoorbeeld kijken van was dat binnen de werkuren of gaat het om een situatie die plaatsgevonden heeft buiten de werkuren, de plaats? Gaat het om iets dat zich voordeed in een onderneming? Of is men bijvoorbeeld naar de bedrijfsleider thuis gegaan en heeft men daar druk uitgeoefend op die bedrijfsleider om akkoord te gaan met bepaalde zaken? Men kan ook rekening houden, of men houdt ook rekening met het feit of de onderneming juist hersteld is of zich in een zeer moeilijke situatie bevindt nadat zij een tegenslag heeft gehad. Al die zaken worden in aanmerking genomen om te bepalen of er al dan niet sprake is van een agressieve marktpraktijk in de zin van het wetboek Economisch Recht. Dat brengt mij bij het laatste punt van mijn presentatie, de sancties. Ook hier is een stakingsvordering nodig. Die kan worden ingesteld door de belanghebbenden. Ook nog door een aantal andere categorieën van personen. Ook consumentenorganisaties kunnen in sommige gevallen een stakingsvordering instellen. Het is altijd belangrijk om na te gaan welke marktpraktijk voor welke marktpraktijk men een stakingsvordering wil aanvragen, want niet iedereen gaat in alle situaties een stakingsvordering kunnen instellen. Ook de specifieke bepaalde ministers kunnen ook een stakingsvordering instellen, maar dat gaat dan enkel specifiek met betrekking tot de misleidende en agressieve marktpraktijken. Dat gaat niet bij een schending van de algemene norm, het algemene verbod, dat is opgenomen in artikel 104. En ook niet voor die derde categorie van marktpraktijken waar ik het niet over heb gehad. En dan als men vaststelt dat er door die marktpraktijk ook een fout werd begaan, dat er schade geleden is en dat men een kausaal verband kan aantonen tussen die fout en de geleden schade, wel dan zou men ook een aansprakelijkheidsclaim kunnen instellen. En tot slot is het ook nog belangrijk om op te merken dat een strafrechtelijke geldboetes kunnen worden toegekend in geval er een schending plaatsvindt van de regels in verband met de agressieve en de misleidende marktpraktijken. Dus enkel die twee types van
die 2 categorieën van marktpraktijken. En dat kan oplopen tot €80.000. Dus het is wel de moeite om daar rekening mee te houden. En dan ga ik nu het woord geven aan Quentin. Merci Laurent et Mathieu pour ces 2 premières parties très claires. Pour ma part, je vais vous expliquer les nouvelles notions d'abus de dépendance économique qui a été introduite en droit belge au mois d'août de cette année. Tout d'abord, un petit peu de contexte. Il existe depuis des dizaines d'années en droit belge comme en droit européen de la concurrence une prohibition ou une interdiction des abus de position dominante. La position dominante, je vous donne une définition sur le slide, mais on peut définir ça comme le fait de détenir un pouvoir économique tel qui permet à une entreprise de se comporter sur le marché d'une manière indépendante de ses concurrents et également de ses clients. Il n'est pas interdit d'obtenir une position dominante. Souvent, les entreprises qui ont une position dominante l'ont parce qu'elles ont des produits qui sont d'une meilleure qualité que leurs concurrents, ou alors elles ont des processus qui sont meilleurs que ceux de leurs concurrents, une meilleure technologie. Donc, il y a beaucoup de raisons qui permettent d'arriver à cette position dominante. C'est uniquement quand on abuse celle-ci que ce sera considéré comme problématique sous le droit de la concurrence. Seulement, il existe un vide juridique pour les entreprises qui n'auraient pas une position dominante, mais qui néanmoins auraient une certaine force de marché, un certain pouvoir de marché relatif, et qui pourraient donc, dans certaines circonstances, imposer à leurs co-contractants leur imposer des obligations qui ne pourraient pas leur imposer en une situation normale. L'exemple typique, c'est la grande distribution. En effet, en Belgique, les grands distributeurs du type Colruyt, Carrefour, Delhaize ont une part de marché qui doit être entre 20 et 30% chacun. Donc, c'est trop bas pour être considéré comme étant dominant vu les parts de marché de leurs concurrents. Mais néanmoins, toutes les entreprises qui ont déjà eu à contracter avec ces entreprises savent qu'elles ont un très grand pouvoir de marché et donc qu'elles peuvent souvent imposer leur volonté dans les négociations. Dans les pays voisins et dans l'Europe en général, il existe très souvent des régimes qui justement tiennent compte de ces pouvoirs de marché, relatifs. Le législateur belge s'est donc inspiré de ces régimes pour introduire, par la loi du 4 avril 2019, qui est pour cette partie-là entrée en vigueur le 22 août de cette année, introduire le concept de dépendance économique. Je vous ai également mis la définition légale de ce concept sur mon slide, mais le plus important dans cette définition, c'est les 2 critères pour déterminer si vous êtes en position de dépendance économique. Ici, nous ne sommes pas encore à voir s'il existe un abus ou pas dans votre chef. On est vraiment à la question de savoir est-ce que dans une relation spécifique avec un de vos partenaires commerciaux, vous êtes en position de dépendance économique, ou bien est-ce que votre partenaire commercial est économiquement dépendant sur vous. Les 2 critères sont l'absence d'alternatives raisonnablement équivalentes disponibles dans un délai raisonnable à des conditions raisonnables et à des coûts raisonnables, et enfin la possibilité pour l'entreprise qui bénéficie, enfin qui a son co-contractant qui est économiquement dépendant sur elle, la possibilité d'imposer des conditions ou des bénéfices dont elle ne pourrait pas obtenir sous des conditions de marché normales. Ces 2 critères sont très très larges pour permettre la plus grande application possible de cette loi, mais néanmoins, le fait qu'il soit aussi large amène certaines questions. Vous voyez que dans le premier critère, on fait 4 fois référence au terme raisonnable. Qu'est-ce qu'une alternative raisonnable? Il n'y a pas de règle générale. Ça dépendra bien entendu du secteur et du contrat en question, parce que dans un délai raisonnable, par exemple, pour trouver une alternative ne sera pas le même si on est un vendeur de produits périssables comme des fruits et légumes ou si on est un vendeur de machines industrielles. Ensuite, pour le 2e critère, on fait référence aux conditions normales de marché.
Qu'est-ce que c'est ces conditions normales de marché? On peut se le demander. Est-ce que c'est la concurrence pure et parfaite? On sait en théorie que cette concurrence pure et parfaite n'existe qu'en théorie. En pratique, il y a toujours un certain jeu de pouvoir de marché relatif ou de puissance relative entre les entreprises dans leurs négociations. Donc là encore, il faudra attendre de voir les premières décisions soit de l'autorité de la concurrence, soit des cours et tribunaux pour un peu mieux savoir comment appliquer ces deux critères pour déterminer si une position de dépendance économique existe. Heureusement, le législateur, dans les travaux préparatoires de la loi, a donné toute une liste de facteurs basés sur l'expérience des autres pays européens qui contiennent une loi similaire pour déterminer, pour aider à évaluer les deux critères dont je viens de vous parler. Le premier facteur d'évaluation concerne le pouvoir de marché relatif de l'autre entreprise. Ici, le législateur a expliqué que c'était pour faire la différence entre la position dominante, dans laquelle on a un pouvoir de marché absolu, et la dépendance économique, dans laquelle ce pouvoir de marché n'est que relatif. Donc, pouvoir de marché absolu, c'est-à-dire pouvoir de marché sur le marché dans son ensemble, alors que le pouvoir de marché relatif, c'est uniquement dans la relation contractuelle qu'on va regarder si une entreprise a un tel pouvoir de marché relatif. Un autre facteur peut être la proportion du chiffre d'affaires d'une entreprise avec l'autre. Par exemple, si vous avez uniquement 5% de votre chiffre d'affaires via un de vos clients, il est peu probable que vous soyez économiquement dépendant sur celui-ci. Si 60% de vos chiffres d'affaires va à un seul client, c'est plus probable que vous soyez en position de dépendance économique. Ensuite, la technologie ou le savoir-faire détenu par une entreprise. Également, si vous avez un de vos fournisseurs, si vous avez un de vos fournisseurs qui vous fournit une technologie qui est primordiale pour l'exercice de votre activité économique, même si ce fournisseur peut être une toute petite entreprise, si c'est très difficile pour vous de vous passer de la technologie qu'il vous fournit, ou si ce serait très compliqué d'obtenir, s'il existe des fournisseurs alternatifs, mais qu'il serait très compliqué pour vous de transférer les données, par exemple, de l'un à l'autre, vous pouvez également être économiquement dépendant de ce fournisseur. Enfin, la forte notoriété d'une marque, la rareté d'un produit, la nature périssable d'un produit ou la loyauté des consommateurs à l'acheter sont évidemment des facteurs à prendre en compte. Il existe certaines marques qui sont ce qu'on appelle des must-have pour un distributeur. Vous ne pouvez pas être actif sur un certain segment du marché sans proposer à la vente à vos clients une certaine marque. Et dans ce cas-là, on pourrait considérer que vous êtes économiquement dépendant sur le fournisseur de cette marque en particulier. Encore 4 autres facteurs qui sont cités dans les travaux préparatoires de la loi: l'accès à des ressources essentielles ou des infrastructures essentielles. Ici, on pourrait penser par exemple au secteur des télécoms, où certains opérateurs virtuels, donc des opérateurs de réseau mobile qui n'ont pas de leur propre réseau et qui doivent louer le réseau de Proximus ou Orange, par exemple, on pourrait considérer qu'ils sont économiquement dépendants sur l'entreprise qui leur met le réseau à leur disposition. La peur d'avoir des avantages économiques sérieux ou la terminaison de la relation contractuelle. Évidemment, si votre co-contractant est suffisamment fort pour dans les négociations vous menacer en disant: si vous n'acceptez pas les conditions suivantes, nous allons arrêter le contrat, ou bien nous allons délister vos produits, nous allons les sortir de nos rayons. Ça peut être un facteur qui indique une position de dépendance économique. Tout comme le fait que votre entreprise donne des conditions spéciales et plus intéressantes à un de ses clients en particulier, alors que vous ne les donnez pas aux autres. Ça peut éventuellement indiquer que vous êtes économiquement dépendant sur ce client qui reçoit ses meilleures conditions de votre part. Et enfin, le choix délibéré ou forcé de l'entreprise de se placer en position de dépendance économique sera aussi pris en compte. Maintenant que
la première phase de l'analyse est passée, savoir s'il existe une position de dépendance économique, reste la question de savoir y a-t-il un abus de celle-ci. Comme pour l'abus de position dominante, le simple fait d'être en position de dépendance économique ou d'avoir un co-contractant qui est économiquement dépendant sur vous n'est pas en soi interdit, c'est uniquement en cas d'abus qu'il existe une interdiction légale. Les 3 conditions pour prouver qu'il existe un abus sont tout d'abord, l'existence d'une position de dépendance économique, ça nous venons de le traiter. Ensuite, un abus, nous allons voir au prochain slide que la loi prévoit à donner quelques exemples d'abus potentiels. Et enfin, un effet potentiel sur le marché concerné ou sur une part substantielle de celui-ci. Ici, c'est encore un critère très large, vu qu'on parle d'un impact ou d'un effet qui peut être direct ou indirect, actuel ou potentiel. C'est une volonté du législateur de donner un seuil de déclenchement très bas pour avoir le maximum d'entreprises qui puissent bénéficier de cette protection. Et on peut penser que ça vient de l'exemple français où la loi française en la matière a pendant très longtemps été très peu utilisée parce que justement le seuil de déclenchement était plus élevé. Donc ici, le législateur belge a choisi ce seuil très bas, mais encore une fois, comment démontrer un abus, un effet potentiel, direct ou indirect, ou actuel, il faudra encore voir comment ce sera, comment les cours et tribunaux se saisiront de cette condition et comment ils l'appliqueront en pratique. Parce que pour le moment, on se trouve face à un critère très très large. En ce qui concerne l'abus, la loi donne une liste d'exemples d'abus potentiels. Abus potentiels parce que ce n'est pas parce que vous effectuez un de ces comportements que vous serez de toute manière considéré comme abusant de la dépendance économique vis-à-vis de vous, de votre partenaire. Il sera toujours possible de prouver que la décision que vous avez prise est justifiée économiquement. Et ce sera uniquement s'il y a vraiment d'autres facteurs qui montrent que votre comportement est abusif que ce sera sanctionné. Le premier exemple donné est le refus de vente, refus d'achat ou refus de certaines conditions de transaction. À ce sujet, la première décision à notre connaissance en la matière a été prise au mois d'octobre par le président du tribunal de l'entreprise de Gand et concernait justement un refus de vente. En l'occurrence, ce n'était pas uniquement un refus de vente, il était circonstancié dans la mesure où il s'agissait du secteur de la mode, et donc dans lequel il y a les collections d'hiver, collections d'été, et il s'agissait d'un petit magasin qui avait fait un achat pour une collection d'hiver. Ils avaient passé leur commande en janvier 2020 pour être livrés en septembre 2020, et la commande avait été acceptée en janvier. En juillet, le fournisseur était venu déposer du matériel promotionnel dans le magasin en question. Et ce n'est que quelques jours avant la livraison effective des biens qu'il y a eu un refus de vente. Donc, on voit ici que le magasin se trouvait dans une situation où ce n'était pas possible de trouver un nouveau fournisseur pour la saison d'hiver 2020, vu que la saison commençait et c'est vraiment quelques jours avant qu'on a refusé, alors que pendant des mois, la commande paraissait comme acceptée. Donc, il faut également c'est pas uniquement le refus de vente en lui-même, il faut également tenir compte de tout le contexte. L'imposition directe ou indirecte de conditions d'achat ou de prix qui seraient unfair. Ici également, on pense à imposer des demandes de rabais qui ne sont pas demandées, à d'autres entreprises dans la même situation. On pense à ce genre de demandes qui peuvent être faites uniquement parce que l'entreprise qui les fait se trouve en position de force par rapport à son co-contractant. Limiter la production, limiter les marchés, limiter le développement technique au préjudice des consommateurs. Ici également, on peut penser à un producteur qui dirait à son revendeur, voilà,
vous devez accepter mes conditions, sinon, au lieu de vous vendre 100 produits, je ne vous en vends que 70 ou que 60. Donc, je limite ce que je vais vous vendre pour vous forcer à accepter mes conditions. Appliquer des conditions dissemblables pour des transactions équivalentes, ça c'est simplement de la discrimination. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de traiter tous vos co-contractants de la même manière. S'il existe des raisons objectives d'un point de vue économique pour les traiter de manière différente, vous pouvez toujours les traiter de manière différente, mais les entreprises qui sont vraiment dans la même situation, il faut éviter de les traiter de manière différente. Ensuite, faire dépendre l'acceptation par l'autre partie du contrat, la lier à des accords qui sont sans lien avec le sujet du contrat en lui-même. C'est évidemment comprendre directement en quoi ce genre de comportement peut être problématique. En ce qui concerne maintenant les sanctions, la loi est prévue sous le titre 4 du Code de droit économique, c'est-à-dire le droit de la concurrence, et c'est donc en principe et en particulier l'autorité belge de la concurrence qui a compétence pour prendre des sanctions vis-à-vis de cette loi. Tout d'abord, l'autorité belge de la concurrence peut ordonner la cessation de l'abus. Ensuite, elle peut également imposer des amendes qui peuvent aller jusqu'à un maximum de 2% du chiffre d'affaires de l'entreprise en cause, et on prend le chiffre d'affaires national et à l'export de cette entreprise. Et enfin, des pénalités peuvent être imposées de 2% du chiffre d'affaires moyen par jour quand l'entreprise refuse, par exemple, de cesser l'infraction. Il y a une décision qui dit voilà, vous devez cesser l'infraction à la date de la présente décision, et si vous continuez le comportement infractionnel chaque jour, vous devrez payer cette somme. L'application de la loi peut aussi être faite par les cours et tribunaux. D'ailleurs, la première décision dont je vous ai parlé n'était pas une décision de l'autorité belge de la concurrence, mais une décision du tribunal de l'entreprise de Gand. Même si ça reste prévu pour être appliqué par l'autorité belge de la concurrence, on peut toujours demander une action en cessation ou alors même une action sur le fond si on se trouve face à une entreprise qui abuserait d'une situation de dépendance économique. Et enfin, dans certains cas, les services d'inspection économique du ministère de l'économie sont également compétents. Voilà pour une première vue d'ensemble de cette loi. Je pense que vous avez posé certaines questions et que Mathieu va venir y répondre.